Là, on est chez moi, à Caen. On s'est mis à fabriquer des armures, voilà, parce qu'on en avait un peu assez de devoir commander à nos petits camarades américains ou anglais. Donc voilà, on a été une petite équipe, on s'est lancé de A à Z dans la fabrication de moules, d'une table de thermoformage, et maintenant ça nous permet d'avoir nos propres armures françaises, quoi. Donc là, vous avez la table de thermoformage, avec en particulier les matrices qui nous permettent d'obtenir les formes que vous avez vues tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que chaque pièce a été sculptée dans de l'argile, après il y a eu des moules, et maintenant on a des matrices qui sont des négatifs et qui sont faites de résine chargée en aluminium pour dissiper la chaleur. Donc là vous avez un dos, vous avez une jonction d'eau, vous avez une partie abdominale, et je vais vous faire voir ce que ça donne sur un plastron. Et là, vous avez un plastron qui est prêt à être découpé et assemblé avec le reste des pièces pour finir l'armure. Voilà la pièce une fois finie. Après, chaque membre doit le découper, faire les collages, ajouter les pressions, les différentes sangles nécessaires en fonction de sa morphologie. Les casques sont faits avec un autre procédé, ils sont tirés en résine. Donc là, vous avez par exemple un master qui a été fait pour... alors ça, c'est pas pour les Storms, c'est pour les pilotes du nouvel épisode. Ça, on le fait pour nous, pour les membres de la 501, voilà, qui sont désireux d'avoir un costume de Storm épisode 7. C'est exclusivement des membres de l'association qui nous en demandent. On a des personnes qui sont pas encore membres de l'association, mais qui nous en demandent afin de justement rejoindre l'association. Donc voilà, c'est vraiment pour les... Voilà, c'est pour les membres, c'est pour les futurs membres, et certaines personnes, certains collectionneurs qui nous en demandent, mais ça c'est plus les gens qui collectionnent que des casques. Effectivement, Disney en bénéficie plus ou moins du fait qu'on a des prestations pour Disney et la Lucasfilm qui sont sur lesquelles nous sont demandés ces costumes-là. Donc voilà, directement, le fait de faire ces costumes-là nous permet de répondre positivement à Disney, mais il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de gain d'argent, de bénéfices, il n'y a rien du tout sur cette opération-là, quoi. Suivez-moi, je vais vous faire voir autre chose. Et là, je vous présente Chewbacca. Ça, c'est tous les petits détails qui sont répartis différemment sur les biceps, sur le haut des cuisses, sur les tibias. Voilà, c'est plein de petites pièces résine comme ça, qui sont issues de moules comme ça. Voilà, pareil, c'est le même principe, même matière que pour le casque dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est du silicone. Puis une fois que ça a durci, ça nous fait des pièces comme ça. Et ces pièces-là viennent agrémenter les armures qu'on a vues tout à l'heure. Et voilà. Voilà ce que donne l'armure complète, finie, adaptée à la morphologie, avec le casque peint et terminé. On essaye de se mettre à fond dans le personnage. En tout cas, quand je suis en costume, il faut absolument que j'ai les bons gestes, que je m'identifie totalement à Carrie Fisher, enfin, du moins à la princesse Leia, puisque je suis la princesse Leia dans Star Wars, enfin, mes costumes principaux. Et donc, du coup, tout ça pour pouvoir faire revivre la magie aux autres, en fait. On est l'armée de George Lucas. En gros, c'est ça, on est son armée, on est, comme il m'a dit, il y a 2 ou 3 ans, on est son héritage. C'est-à-dire que sans les fans, Star Wars n'existerait peut-être plus. Au départ, il avait fait un film qu'il avait envie de voir, lui, sans se poser la question des autres. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, que la communauté s'est étendue, finalement, il a pris leur avis. Star Wars a inventé les communautés de fans. Au milieu des années 70, quand George Lucas devait vendre le premier Star Wars, il s'était dit comment je vais vendre ça et comment je vais créer une communauté autour de mon film pour qu'on en parle. Et il s'était dit, voilà, il y a cet événement qui s'appelle le Comic-Con, qui aujourd'hui est un truc énorme, mais maintenant, à l'époque, c'était un tout petit truc. Et il s'était dit, voilà, on va faire un stand, on va vendre des affiches, on va vendre des t-shirts, comme ça, les gens vont porter les t-shirts, vont acheter les posters, et ça va faire de la communication gratuite. Disons qu'on est toujours très surpris de l'énorme succès de Star Wars en 1977, mais il y avait un énorme travail en avant par Lucas et ses équipes de promotion du film et de son univers à travers les communautés de fans. Donc déjà, ils se sont dit, de toute façon, la seule personne qu'on va pouvoir toucher dès le début, c'est les seuls gens qu'on pourra avoir avant même la sortie du film, c'est les fans de science-fiction. Donc il s'est beaucoup basé sur la communauté existante
de fans de comics, de jeux vidéo, de science-fiction de manière générale, de pulp, etc. Et donc ils ont fait un gros travail, ils ont amené les acteurs dans les conventions, ils ont fait beaucoup de publicité comme ça. Et donc lui-même était un gros fan, un gros geek, Lucas. Donc il s'est basé sur cette connaissance, cette communauté-là, pour en créer Star Wars. Et donc du coup, le succès de Star Wars est aussi un succès pour eux, et donc une récompense pour eux, et ils jouent les rôles des leaders d'opinion, des relais d'opinion qui vont faire le succès du film en grande partie. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux qui sont au cœur du cinéma hollywoodien maintenant dans la promotion. C'est vraiment avec ça que c'est né. Ouais. C'est vrai que la relation entre le grand maître et les petits fans est quand même très importante, et on a de la chance en fait. Je suis quelqu'un de chanceuse, on va dire. Dans la construction de Star Wars, au fur et à mesure, il tient compte de ce que la communauté peut penser. On doit être 15 000 je sais pas, millions, j'en sais rien, de personnes qui ont les costumes et qui font ce qu'on fait nous, donc donner du bonheur aux gens. C'est quelque chose que je suis en train de faire pour le moment, c'est une commande, c'est pas pour moi. J'ai un padawan qui a une amoureuse et qui veut quand même rentrer un peu dans l'univers Star Wars, et donc du coup, il m'a demandé si je pouvais pas faire la robe de la princesse Leia pour elle. J'ai dit oui, et bien évidemment. Alors on fait des zooms, on fait des captures d'écran, on va chercher dans les livres. On est un peu des archéologues en fait pour pouvoir faire un costume qui soit movie accurate, donc pour qu'il soit validé à la Rebelle Légion ou à la 501. On doit aller chercher à fond, faire image par image un film, des fois. Mais sinon, on demande aux copains quand on n'a pas l'image de référence. Par exemple, j'ai une copine qui a aussi une robe de princesse Leia et je lui passe un coup de fil et je lui dis « Écoute, j'ai un problème avec la ceinture, tu peux pas m'aider ?» Donc c'est plutôt sympa, et effectivement, c'est toute une histoire d'entraide. Alors s'il y a une chose que j'ai envie de mettre en avant sur les communautés Star Wars, c'est particulièrement le souci du partage, le souci d'échanger l'information et cette vision du savoir. C'est quelque chose de fondamentalement scientifique, c'est un idéal, l'idéal geek, c'est l'idéal du partage du savoir. C'est celui qu'on peut avoir derrière Wikipédia, c'est celui qu'on peut avoir derrière Wikipédia, qui est le Wikipédia Star Wars. Et ça, c'est la chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est l'avenir de la culture. C'est aussi l'avenir de la culture classique, c'est ces modes de partage par Internet de l'information qui sont collaboratifs et qui sont non hiérarchiques en termes de valeur. Chacun a le droit d'y apporter quelque chose et chacun peut y trouver quelque chose. Plein de Star Wars, ça fait, entre guillemets, j'insiste bien sur les guillemets, c'est un peu l'AFP de Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, voilà, il y a beaucoup de fans ou de personnes qui sont juste des amateurs de Star Wars qui voudraient avoir des informations sur les films à venir. Et par exemple, là, typiquement, je suis en train d'écrire une actualité parce qu'en ce moment, le spin-off de Star Wars, Rogue One, il y a plein de retournages, il retourne plein de scènes, donc il y a plein de rumeurs et tout. Donc l'actu est tombée ce matin, très tôt. Et là même, je suis en retard parce que c'est pas encore en ligne. On donne du grain à moudre aux fans pour qu'ils discutent parce que le débat, c'est quelque chose vraiment d'important et on veut vraiment générer une communauté autour de ça. Mais par exemple, voilà, on parle aussi des photos de tournage qui ont fuité sur le film. Donc là, par exemple, c'était en Irlande, en fait, le tournage en Irlande, et il y a un fan qui a pris cette photo. Et on voit cette forme floue là, toute noire. Ils ont zoomé dessus. Et quand on zoome dessus, on se dit « Ah tiens, ce serait peut-être Kylo Ren ». Ça permet d'échanger autour de plein de sujets et chacun s'entraide et tout. Donc c'est vraiment dans un esprit très sain, tout ça. Justement, quand on étudie en général, quand on parle de ces phénomènes comme Star Wars, comme les gros succès du cinéma ou les Harry Potter, etc., très souvent on oublie les communautés. Justement, on parle de l'analyse du film, de pourquoi c'est un succès en vraiment restant au texte ou au film, etc. Alors que ce qui rend quelque chose un succès, ce qui le rend culte, c'est le mot culte est important, c'est justement les gens qui vont se l'approprier. Et cette appropriation est différente selon chaque individu, elle est différente selon chaque groupe, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Ça ne sens que parce que c'est social et que ça s'inscrit dans une culture, dans une société.
T'as plein d'événements, t'as plein de salons. Les fans de Star Wars, les communautés de fans adorent se déplacer dans ce genre de conventions. Il y en a pas mal en Europe, il y en a beaucoup aux États-Unis. Là, ça nous permet un peu de sortir ce qu'on veut comme costume, de se faire plaisir, de rencontrer des gens. Et puis en général, il n'est pas rare que voilà, sur une convention, on va rencontrer 10 ou 20 personnes qui vont venir se renseigner sur l'association sur le stand. Et sur ces 10 ou 20 personnes, dans la semaine qui suit, on en a la moitié qui s'inscrivent sur le forum. Et sur cette moitié, on en a on a encore une moitié qui passe le pas et qui nous rejoignent à plus ou moins long terme. On expose et on fait une animation par rapport à nos décors et donc du coup on fait plaisir aux fans et en même temps on se fait plaisir à nous puisqu'on est invités, on est privilégiés. C'est vraiment un moment où tout le monde se retrouve à un même endroit, à un même lieu, parce qu'on vient pas forcément de la même ville, de la même région, mais on se connaît, on se rencontre, on échange. Avec des rencontres incroyables, oui, effectivement, j'ai pu rencontrer George Lucas, énormément d'acteurs qui sont maintenant des amis, puisque forcément on se voit dans les conventions, donc du coup comme on est toujours dans le même noyau, les gens finissent par nous reconnaître et être vraiment intéressés par ce que nous proposons. Il y a une association en fait, qui regroupe les constructeurs de R2D2, une association internationale qui est reconnue par Lucasfilm et Disney maintenant. Donc là, c'est le premier R2D2 que j'ai fabriqué il y a quelques années. Et là, actuellement, je suis en train de travailler sur un deuxième R2D2 qui sera celui-ci mobile, c'est-à-dire qu'il se déplacera, il pourra rouler lors des events, avec une nouvelle tête, nouvel éclairage. Il y aura un vidéoprojecteur aussi dedans pour diffuser le message de la princesse Leia. Cette passion pour la construction des R2D2, ça a débuté il y a longtemps, en 1998. J'étais tout jeune à l'époque, j'avais 19 ans. J'avais toujours voulu avoir un R2D2 chez moi. En tant que fan de Star Wars, R2D2 est un personnage que les gens apprécient beaucoup, les fans et les non-fans. R2D2, il a un statut particulier parce qu'on peut le qualifier de robot, vraiment de héros. Au même titre, c'est un acteur principal. Il apparaît très vite dans l'épisode 4, au tout début de la saga, et c'est lui, à maintes reprises, qui va faire basculer l'histoire du bon côté. Pourquoi ces robots ont un tel succès, en particulier R2D2, C3PO, BB-8, parce qu'ils ont cette relation à l'homme qui est une relation d'empathie. Ils ont été construits pour attirer l'empathie. R2D2, il a des formes simples, il est d'une couleur qui va favoriser une certaine empathie. On voit bien dans l'histoire que ce sont des amis. Ils ont ce réalisme qui permet de les imaginer dès aujourd'hui à côté de nous. Les fans qui réalisent un R2D2, il y en a un certain nombre. Ça rend compte de ce réalisme, cette crédibilité. C'est une passion parce qu'on ne compte pas les heures, on ne compte pas aussi l'argent. Pour fabriquer un R2D2 taille réelle, c'est beaucoup d'heures et pas mal d'argent aussi. Les gens des fois, n'ont pas idée du volume d'heures. Il y a beaucoup de mois de travail, c'est pas des heures, c'est des mois. Il faut compter à peu près entre 1 an et 2 ans pour fabriquer un R2D2. Ça dépend du modèle, mais en fait, pour un R2D2, il faut compter entre 3 000 € et 15 000 €. Souvent, les gens, ils pensent que c'est en fait un gros tupperware, une grosse poubelle de cuisine qui est creuse, mais non, il y a de l'électronique, de la mécanique. R2D2 a assez peu évolué. Morphologiquement, déjà, c'est toujours le même. Donc c'est assez accurate par rapport au vrai R2D2 qu'on peut voir dans Star Wars. Donc il y a tout un système, de petit éclairage avec des diodes rouges, vertes, jaunes pour l'arrière, et bleues et blanches pour devant. Donc on essaye vraiment de respecter les codes que George Lucas a mis en place en 1977. Star Wars, plus qu'une série de films, George Lucas a élaboré un univers. Et cet univers, il l'a ouvert d'une certaine manière. Et l'univers étendu, c'est ça qui fait de Star Wars un univers particulier, c'est ça qui fait quelque chose qui est capable d'aller au-delà d'un film pour générer un mouvement social, un mouvement de fans, parce qu'il fournit un contenu qui permet aux gens de s'évader bien au-delà des films, de nourrir leur passion, de l'alimenter. Plein d'aspects qui sont laissés finalement aux fans à imaginer et du coup ouvrent la voie aussi à s'accaparer nous-mêmes l'univers qu'il a conçu.